les chatons. C'est parti pour 23 à 24 km jusqu'à Villafranca del Bierzo. Et finalement, il va peut-être pas faire si chaud que ça aujourd'hui. Ça, c'est bien. Voilà, dernières images de ce château. Et on va passer en périphérie de la ville nouvelle pour rejoindre le chemin et traverser le Bierzo. Et comme on est juste après une journée de repos, eh bien, il faut un peu de temps pour se réveiller. Alors, piéton à droite, cycliste tout droit. Et nous longeons le Sil, qui est la rivière qui coule au pied du château des Templiers. Voilà, on est sorti de la ville nouvelle de Ponferrada. On va passer à côté du musée de l'énergie, que je n'ai jamais visité, mais il est un peu loin du centre. Et là, c'est un vieux transformateur. Et ça, c'est une ancienne centrale thermique. Bon, pause chocolat chaud. Et puis café. Bon, finalement, ça a été une pause petit déjeuner intermédiaire, au cours de laquelle on a croisé un couple de Français qui est reparti d'Estella cette année, puisqu'ils font le chemin par tronçon. Et on a discuté un peu de la vague de chaleur, et eux, ils sont partis ce matin de Molina Seca, et hier, au-dessus de Molina Seca, il y avait des incendies. Et on espère qu'il n'y aura pas d'autres incendies qui vont se déclarer entre ici et Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de goudron sur cette étape, en majorité même, mais de mémoire pas le long d'une route à grande circulation. C'est déjà ça. Ah, c'est bien bouché en face quand même. Bonjour mesdames. Ah bah il y en a une carrément sur la tête de la statue. Octobre 1307, dans le bureau d'Henri II, roi d'Angleterre. Bonjour, sire. Ah, mon petit John. Oh là, vu l'odeur, j'imagine que vous revenez tout droit de France me rapporter des nouvelles. C'est-à-dire que je suis passé par la Normandie, donc je suis allé acheter du camembert, du Livaro, du Pont-l'Évêque, et juste avant d'embarquer à Calais, j'ai fait provision de maroilles. Mais avec la chaleur qu'il fait et puis les délais de route, j'ai peur que tout ça ne se soit mélangé dans ma sacoche. Oui, c'est bien possible. Remarquez, ça pourrait faire un mélange intéressant pour la cuisine. Je me demande ce que ça donnerait mélangé à du mouton à la menthe.
Bon, trêve de discussion culinaire. Qu'est-ce qui vous amène, mon petit John? Philippe le Bel a fait arrêter tous les Templiers. Il a commencé à les interroger et ils ont avoué des crimes horribles. Henri II, après avoir pris connaissance des aveux des chevaliers arrêtés, reste cependant sceptique, d'autant plus que ces aveux ont été obtenus sous la torture. Oui, enfin vous savez, mon petit John, vu la manière dont ces aveux ont été obtenus, moi j'y crois pas une seconde. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, sire. Bon, d'autant plus que, vu la manière dont les aveux ont été obtenus... Ah, mon petit John, ce sont les Français, ça. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'un peuple qui dissèque les grenouilles en classe de collège et qui bouffe leurs cuisses? D'autant plus que là, sire, il n'y a pas que des grenouilles qu'ils ont disséquées. Une partie des accusations vient de Guyenne, qui est alors possession anglaise. Henri II demande donc au sénéchal d'Agen de lui faire un rapport. Parallèlement, il reçoit un clerc envoyé par Philippe le Bel, Bernard Pelé. Bernard Pelé qui a soigneusement épluché tous les rapports d'interrogatoire pour en faire une synthèse à Henri II. Malgré cela, Henri II ne croit toujours pas à la culpabilité des Templiers et à des accusations qu'il considère comme diffamatoires. Et il s'en ouvre auprès de ses homologues européens. Henri II écrit au pape Clément V en lui demandant de n'agir qu'après que l'affaire lui sera présentée légalement et que les faits seront clairement prouvés. Ouais, ils sont pas mal ces Anglais finalement. S'ils pouvaient s'améliorer en cuisine par contre. Oenotera bienis ou onagre bisannuel. C'est une plante originaire d'Amérique du Nord dont les feuilles et les racines sont comestibles à la fin de la première année de croissance. Les feuilles étant connues sous le nom de mâche rouge et les racines sous le nom de jambon des jardiniers, dont le goût rappelle, paraît-il, un peu les salsifis en plus sucrés. Les Anglais appellent l'onagre King's Cure All parce que, paraît-il, une infusion de ces feuilles soigne très bien les rhumes. Quant aux graines de l'onagre, on en tire une huile qui, paraît-il, lutte contre le vieillissement de la peau. Voilà, c'était la minute botanique de cette étape. Bien, revenons à nos moutons à la menthe. Henri II reste sceptique donc quant aux accusations portées contre les Templiers, et pour l'instant, il les laisse tranquilles. Et je viens de m'apercevoir que j'ai dit Henri II alors que le roi c'est Édouard II. Édouard II va toutefois changer d'avis à la lecture de la bulle Pastoralis Praeminentiae. Il ordonne que les chevaliers du Temple soient arrêtés le 10 janvier 1308, mais les arrestations se passent de toute autre manière qu'en France. De nombreux Templiers sont autorisés à rester dans leur commanderie, et ce, jusqu'à leur audition devant la commission pontificale. Le 13 septembre 1309, deux inquisiteurs, l'abbé de Lagny Dieudonné du diocèse de Paris et le chanoine Sicard de Vore, chanoine de Narbonne, arrivent en Angleterre. La suite après le village de Camponaraya. Bon, je pense qu'il va être temps de faire une pause, second petit déjeuner.
Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste à peu près 14 km à faire. Là, on traverse l'autoroute qui va à Lugo et à La Corogne. La Corogne où débute le Camino Inglés, qui doit durer, je ne sais plus, peut-être une dizaine de jours. Faudrait que je vérifie. Bien, reprenons avec ce procès des Templiers en Angleterre. Nos deux inquisiteurs français arrivent donc à la cour du roi Édouard II. Mes respects, sire. Bonjour, messieurs. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cet attirail que vous transportez là? Ben, c'est notre matériel d'interrogatoire. Ça, un matériel d'interrogatoire? C'est plutôt un matériel de dissection. Je vous signale qu'on est en période de vacances scolaires et que les grenouilles, c'est une espèce protégée chez nous. Vous voulez dire qu'on ne peut pas s'en servir? Eh non. Ben, comment on va entendre ce qu'on veut pouvoir entendre alors? Messieurs, chez nous, tout repose sur un système légal qui s'applique à chaque homme du pays. Et l'Inquisition, elle exclut ce système. Donc vous allez regarder bien sagement, et puis vous ferez rien. En Angleterre, en effet, l'opinion de la justice se base sur celle de jurés locaux. D'autant plus que l'Inquisition est perçue comme une autorité inféodée à un pape étranger. Bon, ça manque encore un peu de maturité. Ah, il est marrant, Philippe le Bel. Il nous envoie en Angleterre et on n'a même pas le droit de torturer. Et en plus, on a payé un excellent de bagage pour rien. C'est ainsi que 44 Templiers sont interrogés dans l'église Sainte-Trinité de Londres, mais aucun n'avoue. Bah évidemment qu'ils n'ont pas avoué. Qu'est-ce que c'est que ce peuple barbare qui a des jurés dans ses tribunaux et qui refuse d'utiliser la torture? Ils sont pas mal finalement, ces Anglais. Ils sont pas mal. S'ils pouvaient juste éviter de rouler du mauvais côté de la route et utiliser des unités moins farfelues. La suite, après la côte. Et là devant, il y a 3 Français. Enfin, un Français et 2 Françaises. Et cette année, on aura vu pas mal de Français. Plus que la dernière fois. Et beaucoup moins de Coréens. Et en discutant avec les Français qui ont eux-mêmes discuté avec une Coréenne, il paraît qu'il y a eu beaucoup moins de pubs cette année et les années précédentes en Corée sur le Camino. Bien, reprenons avec ces premiers interrogatoires qui ne donnent rien parce que pas de torture, pas d'aveu. Un concile est convoqué le 24 novembre 1309 à Cantorbéry. Et nos 2 inquisiteurs français comptent bien obtenir lors de ce concile l'autorisation d'utiliser la torture en Angleterre. Ils finissent par obtenir gain de cause, Édouard II précisant cependant qu'ils ne doivent pas attaquer la couronne d'Angleterre. Relax Édouard, relax, on va pas te torturer toi. Par contre, si tu pouvais nous fournir quelques hommes
Parce qu'on on est que deux, puis 44 chevaliers à interroger, ça fait quand même du pain sur la planche. Et je te signale qu'on a beaucoup de boulot parce qu'on doit prier, aller à la messe, enfin tout ça quoi. Les interrogatoires reprennent dans de meilleures conditions, enfin meilleures du point de vue des inquisiteurs. Mais peine perdue, enfin perdue pour les inquisiteurs. Les interrogatoires ne donnent rien non plus. Alors l'abbé et le chanoine, on a perdu la main? Ah mais pas du tout. Nous on est des pros, on connaît notre boulot. Mais les Anglais, il n'y en a pas un qui bosse correctement. Ils sont pas formés leurs gars. Comment voulez-vous qu'on arrive à quelque chose? Ah je suis bien d'accord monsieur l'abbé. Voulez-vous que je vous dise, les Anglais sont trop tendres. Ah ben, à force de bouffer du bouton bouilli, c'est normal qu'ils soient tendres. Voulez-vous que je vous dise? Je pense qu'il faudra penser à transférer nos prisonniers en France. Et nous arrivons à Cacabellos. Et je sais bien que vous avez une envie pressante que je fasse une blague avec Cacabellos, mais je n'en ferai rien. Voilà, la non-blague, ça c'est fait. On va traverser le Rio Cua. Quoi? Alors celle-là, elle est bien nulle. Et après, il va falloir monter un peu avant de redescendre sur Via Franca del Bierzo. Et on va se faire une petite pause. Et ça, c'est l'albergue municipal de Cacabellos. Et les chambres sont sur la droite dans les bungalows. Ah, ça a l'air assez grand quand même. Donc, pas de dortoir dans la chapelle, contrairement aux Ursulines à Aire-sur-la-Loue. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir et il nous reste 8 km à faire, dont un petit peu en montée. Reprenons avec ces interrogatoires des Templiers en Angleterre, qui donnent pas grand-chose puisque les Anglais sont pas fichus de torturer convenablement. Nos deux inquisiteurs aimeraient bien transférer leurs prisonniers dans le comté de Ponthieu, dont la capitale était Abbeville, comté qui est certes territoire anglais, mais où la loi anglaise ne s'applique pas, ce qui leur donnerait les coups des franches. Oui, et puis comme ça, on pourrait faire du travail propre. La suite, après la côte. Et j'ai bien l'impression que là-bas derrière nous, c'est un incendie. Parce que cette fumée-là, c'est pas un nuage. Manifestement, là-bas aussi, il y a des incendies. J'espère que ça va pas être la même chose en Galice, surtout avec les bois de pin et d'eucalyptus. Voilà, devant nous, les montagnes de Galice. Bien, je vais profiter de cette descente pour en finir avec ce procès des Templiers en Angleterre. La procédure s'enlise, mais début juin 1311, 2 fugitifs sont arrêtés par les hommes du roi.
Ces deux Templiers finissent par avouer à peu près les mêmes pratiques qui ont été avouées par leurs frères en France. Le concile de Canterbury se réunit dans la cathédrale Saint-Paul de Londres et nos Templiers réitèrent leurs aveux. Suite à ces aveux, l'archevêque de Canterbury réconcilie solennellement les chevaliers et demande à l'archevêque de Chichester de les absoudre, ce qui est fait. De toute façon, on ne pouvait pas les brûler, parce que bon, un bûcher avec de la tourbe, c'est pas vraiment efficace. « 57 autres chevaliers paraissent devant ce concile. Ceux qui avouent leurs fautes les abjurent, et ceux qui n'avouent rien considèrent qu'ils sont tellement diffamés par les aveux qui ont été faits qu'ils ne pourront jamais s'en laver. » Pour ces derniers, pas de bûcher non plus. Ils sont envoyés en pénitence dans des monastères. Deux exceptions sont cependant à noter, celle du commandeur d'Angleterre William de la Mort et du commandeur d'Auvergne Humbert Blanc. Ces deux-là finiront en prison. Les procédures en Écosse et en Irlande ne donneront rien, parce que bon, on ne sait pas bien ce qu'on pourrait faire enfermé dans une église froide où il n'y a que de l'eau bénite, alors qu'on peut aller au pub, boire des coups et retrouver nos copains. Voilà pour ce procès des Templiers dans les îles britanniques. Et nous parlerons du procès dans la péninsule ibérique demain. Parce que là, il nous reste 2 kilomètres à faire. Et quand on s'est arrêté il y a 5-10 minutes pour faire une petite pause, Clémentine et moi, on a été aussi surpris l'un que l'autre en voyant qu'il ne nous restait plus que 2,5 km à faire. On pensait qu'il nous en restait 5 ou 6. Voilà, on entame notre descente sur Via Franca del Bierzo. Ah bah je me demande si là-bas c'est pas un incendie non plus. Voilà, nous arrivons à Via Franca del Bierzo. Au terme d'une étape au cours de laquelle la température aura été tout à fait raisonnable. Et nous arrivons par la porte du pardon. Emily, got a taxi. Il ne reste plus maintenant qu'à rejoindre l'Albergue de la Piedra, qui est à la sortie de la ville. Là, c'est devenu une auberge. Enfin, auberge, bar, restaurant, hôtel. Et on va passer à côté de la collégiale Santa Maria. Bon, on aurait pu couper par une rue transversale et gagner 200 mètres.
Voilà, fin de cette étape de 24 km qui s'est bien passée. On est installé dans un dortoir de 3 lits. Et maintenant, routine habituelle. Faut juste que je retrouve le QR code du réseau Aloha 2, qui est un autre réseau d'enregistrement des auberges espagnoles, qui est différent du Peregrine Pass. Donc j'ai essayé de retrouver ça dans mes mails, sinon il faut que je refasse toute la procédure d'enregistrement par site web. Voilà, demain c'est 16 km jusqu'à Vega de Valcarce. À demain pour de nouvelles aventures.